Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Notre âme, elle est un peu comme une onde, ok ? Et les ondes, c'est rarement plat, quoi, hein, en fréquence et tout. Et en fait, ça a des hauts et des bas. Et on est un peu des artistes. On aime bien créer comme des belles musiques. Une musique, elle va pas être linéaire pour être sympa. Il y a des hauts, des bas, des pauses, des accélérations. Et c'est pareil, on va choisir des vies qui créent cette atmosphère avec des hauts, des bas. Et des fois, pour explorer le haut, il faut passer par le bas. Et on a l'éternité pour le faire. Donc certains vont s'amuser à aller explorer la violence, d'autres l'amour, ou se changer de vie en cours de route. Et voilà, changer de trajectoire dans la même vie, pourquoi pas. Il y a tellement de possibilités. Bienvenue, chers amis, nouvelle rencontre avec une personnalité qu'on accueille sur les canapés à chaque fois, qui va nous faire découvrir d'abord son univers, son expertise, son accompagnement. Et je sais que c'est une thématique, en tout cas celle qu'on va aborder maintenant, qui suscite à chaque fois beaucoup de réactions et de commentaires bienveillants, hein, s'il vous plaît, cela va de soi. Azra est avec nous sur les canapés. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Enchanté, merci. Pas de choc thermique entre La Rochelle et Paris? Ça va, c'est aligné là. C'est aligné. Merci d'être avec nous. Merci de vous raconter. Merci de vous confier. On va parler de votre livre, évidemment. Est-ce que c'est difficile d'abord de parler de soi? Est-ce que ça a été compliqué? Pour être franc, j'ai fait une hypnose régressive où j'étais sujet juste avant l'émission. C'est vrai? Pour me préparer, parce que c'est normal, hein, on peut tous angoisser, on peut tous avoir peur, c'est légitime. Et ça m'a aidé, Et ce qu'ils expliquaient, c'est que c'est très humain de donner son point de vue. Okay. C'est quelque chose, c'est sur Terre. C'est tout le fun, tout le plaisir de vivre, c'est pour un humain de donner son point de vue. Il évolue avec le temps, en fonction de l'expérience, il n'est jamais fixe. Et voilà, donc c'est juste pour décomplexer les gens, de donner leur point de vue. C'est pas une question d'ego, c'est juste que dans le monde des âmes, c'est pas quelque chose qui arrive, parce que c'est naturel, tout le monde sait en fait. Donc il n'y a pas vraiment un besoin extrême d'échanger des points de vue. Ça se fait automatiquement, tout le monde sait. Mais là, sur Terre, on a le plaisir de le faire, donc voilà. Bon, vous êtes médium, praticien en hypnose régressive, donc évidemment, l'hypnose régressive, c'est facile pour vous, voire même l'auto-hypnose. On peut faire de l'auto-hypnose régressive? C'est possible, mais c'est-à-dire c'est se mettre dans un état de conscience expansée soi-même et demander à ses guides de donner un message. C'est tout à fait possible. C'est de la médiumnité de base, on va dire, et ça reste accessible. L'avantage de le faire avec un praticien, c'est que le praticien, il va nous aider, il va poser les questions, il va avoir une vue extérieure et son intention va cadrer la séance. C'est-à-dire que vraiment, il crée un espace spécifique où on peut accéder très facilement à ses guides, à une vie antérieure et à des réponses à nos questions. Et c'est vraiment bien. En tout cas, je suis content d'une chose, c'est que visiblement, les instances célestes valident le fait que vous soyez installé sur les canapés. Oui, il n'y a aucun problème. C'est pas qu'on n'est pas... Ils nous donnent pas une mission de le faire, c'est juste de faire ce qu'on veut dans la vie, notre plaisir. Et mon plaisir, c'est justement d'échanger, partager. Voilà, je vis ma vie, c'est simplement leur conseil, c'est vivre. Donc, juste vivre. Bon. Et si ça nous plaît, on le fait. Est-ce que vous vous retrouvez encore de temps en temps, comme vous le faisiez tout petit, en forêt avec des copains pour aller parler aux défunts? Plutôt avec les arbres en fait. Là, bientôt j'ai un stage à Pimpon dans Brocéliande et j'emmène une vingtaine de personnes. Comme ça, on va aller sur place et on va aller discuter un peu avec la forêt. Ouais, on va le faire. Waouh, partage, convivialité et échange avec tout le monde vraiment. C'était collectif, tout le monde était là, tout le monde... un rayon de soleil, vraiment.
Regarde la difficulté que j'ai de lever ma pote. Alors, un magnifique week-end auquel je ne m'attendais absolument pas. Il y a eu des moments de communion, de partage. C'était exceptionnel, beaucoup d'énergie. On a vécu des moments incroyables et vraiment, du fond du cœur, ça m'a ouvert le cœur et c'était... J'ai pas les mots tellement c'était très puissant. Donc la structure de chemin de vie, quand vous allez avoir fini votre petit calcul, vous allez connaître l'identité de votre premier allié, de votre premier ami. Tenue de groupe, c'était juste magnifique et les intervenants, franchement, rien à dire. Il faut le vivre pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Abissime. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à expérimenter ce week-end ABC Talk. J'en ressors. Wouhou! Je dis pas qu'il y a un profil type de médium, mais parfois je remarque de tous ceux qu'on a reçus sur les canapés, il y a, au travers du style vestimentaire, au travers du vocabulaire, de l'expression orale, vous êtes un peu aux antipodes de ça. C'est-à-dire que quand on vous voit comme ça, on se dit pas, tiens, lui, il est médium. Certains, on pourrait le dire, on se dit, tiens, il y a quelque chose, il a des bagues, il a des... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une tenue, il y a un look, il y a une dégaine, il y a parfois quelque chose qui nous fait bien comprendre que cette personne est sans doute dans ce secteur-là. Vous, non? Ouais, il y a aussi la joie, être joyeux, ne pas se sentir obligé d'exercer ses capacités d'âme, sa médiumnité. Il y a plein de trucs qui nous différencient, c'est pas grave, ça fait partie des couleurs, des différentes couleurs. C'est évidemment pas un problème, ouais, mais je me suis dit ça. Bon, alors peut-être qu'effectivement, si je dis que vous avez commencé dans un cursus qui n'a pas grand-chose à voir, mais vous m'avez repris tout de suite en disant « Ah, on n'est pas très très loin de la spiritualité », vous étiez dans la finance. Exactement. Bon, dans la finance, pendant presque une dizaine d'années, 15 ans dans le domaine bancaire, le milieu financier de Genève. Ah oui. Et pourtant, il y a de la spiritualité. Et oui, les collègues. C'est des fois, ce qu'on aime le plus au travail, c'est ses collègues. C'est la bonne ambiance, la détente. Et certains protègent les autres. Certains assistent les autres, les soutiennent. Et c'est vraiment quelque chose de fort. C'est un peu comme un équipage de navire. C'est exactement la même chose. On partage énormément de la journée ensemble. On rigole ensemble. Et souvent, c'est ouvert, hein, c'est des grandes salles avec des bureaux, c'est pas cloisonné, donc ça laisse l'occasion de bien rigoler ensemble et de se soutenir et aussi de faire les choses bien parce qu'on voulait faire les choses bien, protéger nos clients, etc. En revanche, c'était de mon côté vouloir performer, vouloir être au-dessus. Au niveau de la performance, vouloir être au-dessus du lot. Être dans l'intellectualisation, utiliser mes capacités intellectuelles avant tout et me démarquer, cette volonté de me démarquer. Et au final, après, au fil du temps, ça s'est amoindri. Ça avait de moins en moins de valeur. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, l'éveil spirituel est arrivé. Voilà. Alors, vous ne faites pas partie non plus, là aussi, vous cassez un peu les codes de ce que l'on entend souvent. Tous ceux qui viennent s'installer là et qui... comment dirais-je, vivent cet éveil ou cette spiritualité ou cette médiumnité nous dit qu'il y a eu un moment une cassure, qu'il y a eu à un moment donné quelque chose qui a fait que c'était tellement fort qu'il se devait, vraiment il sentait cet appel et il se devait d'y aller. Pas vous? De mon côté, au départ, j'ai démissionné parce que je voulais créer mon entreprise sur un autre sujet, vraiment, pas la finance, mais autre chose. Mais je ne pensais pas forcément à la spiritualité. Par contre, j'ai découvert mes capacités. Ça, c'était intéressant. C'est comme si quelqu'un se découvrait sa voix et se disait « Tiens, je vais me mettre à chanter, ça plaît aux autres et ça va être génial. » Et donc, j'étais encore dans mon emploi, hein, j'étais employé, et je voulais essayer mes capacités sur un plus grand nombre. Donc, j'ai ouvert un compte TikTok, j'ai créé mon compte, et je voyais des gens faire des soins comme ça, à travers les caméras et tout. Et puis, je me suis dit « Tiens, je vais essayer, je vais me filmer. » Et je vais faire un soin comme ça, et je vais mettre mon intention de faire un soin à tous ceux qui verront cette vidéo ou le replay. Soin collectif. Un soin collectif, comme ça.
Et donc j'ai enregistré cette vidéo. Alors il me fallait un pseudo aussi parce que je travaillais et il fallait pas qu'on tombe sur moi en même temps, donc c'était compliqué. Et c'est là où je me dis tiens, je vais utiliser mon nom d'âme que j'avais demandé à mes guides quelques temps avant. Je me dis allez hop, j'y vais, je me lance et j'ai enregistré et j'ai publié la vidéo et ça a super bien marché. Les gens ressentissaient des choses et moi aussi je ressentissais. Il y avait un truc qui passait quoi. C'était indescriptible. Et voilà. Et à partir de là, je me suis dit, et si je fouillais? Si j'y arrive, pourquoi pas les autres aussi? Et fouiller, ça veut dire quoi? Fouiller, c'est essayer encore plus de discuter avec eux, essayer de se connecter à plein de choses différentes, essayer l'avenir, essayer d'avoir des visions de plus en plus précises, faire de l'hypnose régressive spirituelle pour aller voir ce qu'il y a derrière vraiment, aller dans l'entre-deux-vie. Et voilà, et essayer sur les gens aussi, voir ce que ça faisait sur les gens, donner des messages. Et j'ai fait mon premier stage qui m'a décidé, en fait. J'ai fait un stage de médiumnité avec un médium anglais, Bill Thompson. Et voilà, ça m'a décidé. Je me suis réveillé. Je me suis dit, mais c'est ça que je faisais à 17 ans, intuitivement, avec mes amis, en forêt, en colonie de vacances. Et ça, c'est quand même fou. Et voilà, donc j'ai commencé, mais pour être honnête, quand on part de la finance, un milieu très sérieux, ou très intellectuel. Très cartésien. Très cartésien, parce que j'étais quelqu'un qui ne croyait pas du tout au départ. Au départ, pour moi, voilà, on mourrait... ceci dit, vous ne croyez pas, mais à 17 piges, vous allez en forêt pour parler aux défunts quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc, il devait y avoir quand même un petit après, plus rien. Des prémices de quelque chose. Ouais, mais plus rien pendant 20 ans. Après, honnêtement, je me disais, il n'y a plus rien. Vraiment plus rien. On est de la poussière, autant bien vivre notre vie, voilà, tant pis, on accepte qui on est, et puis hop, voilà. Mais au bout d'un moment, au fil des expériences, etc., j'ai pas pu ignorer les choses. C'est arrivé vraiment comme une grosse surprise. Et vraiment, c'était choquant pour moi. Alors, voilà. Pardon, ouais, non, très bien. Mais on va revenir sur Azra, évidemment, qui a été le nom donné par vos guides, c'est ça. Mais il y a cette phrase, ne t'inquiète pas, ça va aller. Cette fameuse nuit où vous avez une présentation professionnelle importante, en anglais donc, qui plus est. Vous entendez cette phrase, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ah ouais, c'était très stressant, parce que c'est pas ma langue première, c'est pas ma langue maternelle. Je me débrouille en anglais, évidemment, mais devant des personnes qui sont anglophones, voilà, internationales, plusieurs centaines de personnes. Faire une présentation, c'est très stressant. C'est sûr. Et voilà. Et c'était les premières que je faisais comme ça. Et voilà, parce que j'avais pris un peu de responsabilité. Et la nuit, j'ai eu des voix qui me disaient c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et au début, je me suis dit ouais, c'est des rêves. Allez, c'est des rêves, voilà. Et c'est vrai qu'au début, j'y ai pas cru, mais au fond de moi, je me disais c'était quand même bizarre. Ça a réveillé beaucoup de questions, énormément de questions. Et tout s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Bon, ça va. Donc c'est une confirmation, tout s'est bien passé. C'était pas dans votre tête, quoi. En tout cas, on venait vous annoncer que tout allait bien, quoi. Voilà. Tout se passerait bien. Oui, ça s'est bien passé. Comme on m'a dit là, t'inquiète pas, chez ABC Talk, ça va bien se passer. Ben voilà, exactement. Alors, Azra, comment est-ce que ça vous vient aussi de la même manière? Vous l'entendez comme ça? Alors, c'est très rare que j'ai des vraies voix. C'est vraiment rare où je dois rentrer dans une méditation très profonde. Mais la façon dont je reçois les messages la plupart du temps, c'est vraiment des pensées. C'est ce qu'on appelle la clairaudience, une forme de télépathie, c'est la première chose que j'utilise. Mais en cours de route, à force de m'entraîner et en étant médium professionnel, j'en ai eu plein, des rendez-vous, de l'entraînement, etc. Et au final, beaucoup d'autres capacités sont développées, dont certaines qui sont devenues comme le clair ressenti physique. Je ne m'en passerai plus. Et même si je devais décider entre l'odorat, par exemple, et le clair ressenti physique, je crois que je choisirais le clair ressenti physique. C'est quoi? Ça veut dire que vous ressentez physiquement la présence? Les présences de personnes, les humains, leurs émotions. Quand je me connecte à quelqu'un, et j'ai mis une intention de me connecter à une personne, je vais ressentir ses émotions. Après, je me connecte à ces guides, je vois la différence, en fait. Les guides, voilà, c'est de la joie, c'est de l'amour. On ne peut pas douter parce qu'on ne retrouve pas ça chez un être humain. Voilà. Mais ça reste des âmes, c'est des âmes comme nous, mais sauf qu'ils ne sont pas incarnés avec nous. Voilà. C'est des amis. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que à partir du moment où il y a un ressenti physique, ça ne doit pas être facile tous les jours. Ressentir physiquement les émotions de l'autre, de la personne que vous avez en face de vous, c'est peut-être parfois plus simple d'avoir de la clairaudience ou... Vous voyez ? C'est vrai, c'est vrai.
Le truc, c'est que de l'autre côté, dans le monde des âmes, vous avez une empathie maximum. Et dès que vous croisez quelqu'un, et surtout en revue de vie, dès que vous le croisez, vous allez sentir tout ce qu'il ressent. Et en fait, les âmes, elles se tapent pas dessus parce que simplement, si elles se tapaient dessus, elles ressentiraient directement ce que ça fait et que c'est pas très agréable, etc. Donc ça, nous, sur Terre, on a une petite fraction de ça. Donc déjà, c'est ça. Et il y a un truc que je dis souvent, c'est que si on m'avait donné mon clair ressenti physique que j'ai maintenant, et on me l'avait donné avant mon éveil spirituel, j'aurais été tout de suite chez le médecin. Direct. J'aurais été chez le docteur, c'était anormal. Et en fait, j'avais des prémices, parce que quand j'allais chez le docteur et que je respirais fort, je prenais très fort ma respiration, je ressentais des picotements sur tout le corps. Voilà, c'était un début de connexion, quoi. Et je me disais, mais c'est fou, je ne vais pas en parler au docteur, je vais l'inquiéter pour rien. Moi, je voulais mon certificat de sport, j'en parlais pas, mais c'était bien là. Est-ce que vous avez douté longtemps? 20 ans, ouais. Et même en ma première année en tant que médium professionnel, ouais. J'ai douté. Des fois, il y avait des moments où je me disais, mais c'est complètement fou ce que je fais. Mais voilà, ça arrive, il y a des fractions. Donc ceux qui commencent en médiumnité, qui viennent d'un milieu cartésien, ils auront ce sentiment de se dire, mais c'est complètement fou. Et pourtant, preuve sur preuve, les preuves s'alignent. Il y a toujours des événements. On reçoit un prénom, on fait un soin, la personne ne ressent plus la douleur. Il y a vraiment des choses qui se développent au fur et à mesure. Et à la fin, on ne doute plus, c'est normal. Et on en joue. Et on s'amuse, et c'est le principe, c'est s'amuser. Il y a 2 mots que vous avez utilisés successivement quand vous avez parlé de votre première partie de vie avec vos collègues, s'amuser. Et là, vous parlez de votre médiumnité aujourd'hui en disant s'amuser aussi. Donc, c'est assez intéressant, d'autant que on peut imaginer que le confort matériel que vous aviez dans votre première partie de vie n'a évidemment sans doute rien à voir avec le confort que vous avez aujourd'hui. C'est pas pareil, oui. C'est pas la même chose, évidemment. Ça aussi, ça a été un élément où vous avez hésité? J'ai pas hésité parce que je savais qu'en donnant aux autres, en étant là-dedans, je saurais qu'il n'y aurait pas de problème en fait. Que ça se passerait bien, que j'arriverais à aligner mes besoins sur mes ressources et réciproquement. Non, aucune crainte. Ça, c'était pas un problème. Non, par contre, c'était savoir, est-ce que je vais m'ennuyer? Ça, c'était une question. Est-ce que finalement, ça allait me plaire de passer des matinées, des journées à aider les gens? Et j'ai pris un plaisir énorme. Donc là, pour le coup, ça a été rapide de m'en rendre compte que c'était la bonne voie, en tout cas. Et votre entourage? Mon entourage, j'ai mis beaucoup de temps à le dire à mes parents ou à la famille. Ça a pris un peu de temps. Mais aussi, ils avaient l'habitude de me voir sceptique. C'est-à-dire que très souvent, je me moquais un peu d'eux. Il y avait du magnétisme, des magnétiseurs dans la famille, un peu, mais entre eux, hein, en famille, quoi. Pas, voilà. Et je me moquais toujours d'eux. J'étais infect, je le sais, j'étais quelqu'un de très, très sceptique, hein, vraiment. Et je disais, mais non. Et en plus, parce que aussi, en même temps, ils avaient certaines croyances qui ne résonnent toujours pas avec celles que j'ai maintenant. À force de découvrir les choses, j'ai voulu vraiment libérer toutes les croyances qui étaient gênantes. Et il y en a un paquet hein, en médiumnité. C'est pour ça que ce n'est pas encore mainstream, que ce n'est pas partout. Parce qu'il y a vraiment des croyances qui sont super importantes pour certains, mais qui ne sont pas utiles. Et qu'est-ce que vous avez éliminé comme croyance alors? Alors, beaucoup. Énormément. Par exemple, il y a un truc que beaucoup de monde ne sait pas, mais les âmes de vivants, elles sont toujours actives. Elles donnent des messages, par exemple. Ça, les âmes des vivants? Les âmes des... Ouais, voilà. Là, actuellement, je suis incarné, mais mon âme, elle est active. Elle fait des trucs. On peut discuter avec elle. Sur un autre plan? En même temps, on peut... Oui, ouais, c'est multidimensionnel, donc oui, ça, on peut dire ça comme ça, oui. Et, mais on peut accéder à ce qu'elle fait, parce qu'elle crée l'aventure, en fait. Elle crée mon aventure, elle est toujours active, il y a toujours une part d'elle qui est en train de me soutenir. Mais vous la décrivez comme en dehors de votre... En fait, elle fait partie de la réalité qui est tout autour de moi. En fait, c'est un peu comme si on était tous en visio, un peu. Voilà, pour schématiser, on est tous dans notre propre visio et on interagit les uns avec les autres. Et c'est notre âme à nous, à chacun de nous, qui crée cet univers où on est actuellement. Et il y a un consensus de croyances générales qui crée les événements. Voilà, c'est bien organisé, ça se fait naturellement. Et autant en profiter, nous, de notre côté, et de faire ce qu'on veut. Voilà. Oui, il y a d'ailleurs... beaucoup de médiums qui sont venus ici témoigner en disant que tout était très très bien hiérarchisé. Alors,
J'ai entendu ça. Vous avez entendu Vous pouvez ne pas être d'accord, hein, c'est intéressant. De mon côté, je vais donner mon point de vue. Ouais, bien sûr. Après, tout le monde peut avoir son point de vue, il n'y a pas de problème. Je sens que de l'autre côté, tout le monde est pareil, pratiquement. Pour moi, il n'y a pas de base astrale. Okay. Tout le monde de l'autre côté va bien. Une âme, elle est très intelligente, elle est éternelle, elle est divine. C'est pas du tout comme un humain, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souffrance, c'est vraiment que de l'amour, de la joie. Et quand je me connecte à eux, c'est ce que je ressens en premier. Il n'y a jamais de peur, jamais de problème qui ressortent de ces connexions. Il n'y a pas de base astrale pour vous? Non. Okay. Non. Par contre, il y a des zones intermédiaires où, en fait, notre corps physique, quand on va mourir, on va être une personnalité physique en transition. Et ça dure plus ou moins longtemps. Normalement, pour tout le monde, à 99% et encore plus, hop, c'est direct et on se réveille comme dans un rêve. C'est comme le matin. Vous vous réveillez, vous dites « Ah, j'ai fait ce rêve-là et tout ». Quand vous êtes une âme, c'est pareil. Vous vous réveillez et vous dites « Ah, oui, j'étais lui. Ah oui, d'accord ». Et comme votre enfance, vous vous rappelez que vous étiez enfant, mais vous n'êtes plus un enfant. C'est pareil. Voilà. C'est le même schéma. Et ça, c'est un peu ce qu'on comprend au fur et à mesure des hypnoses régressives, à force d'aller dans l'entre-deux-vie, de voir comment ça se passe. Tout le monde est actif. En fait, on va dans l'entre-deux-vie et on se retrouve avec les âmes de ceux qui nous accompagnent sur Terre. Et on peut leur poser des questions, on les rencontre. Il y a quand même une petite activité. Alors, ça veut dire que le bas astral, il est souvent référencé comme étant l'endroit où certaines âmes qui auraient fait sur ce plan terrestre des choses pas très recommandables, voire les pires choses, se retrouveraient dans ce bas astral. C'est pas le cas? Non. Vous pensez que c'est pas ça? Non, il n'y a pas de punition. Le seul truc, c'est qu'on revoit notre vie. En fait, on est tous des âmes pleines d'amour. C'est-à-dire qu'après, on a fait un peu n'importe quoi sur Terre parce qu'on a cru que l'amour n'existait pas et que la haine était réelle. Bon, voilà. On a tapé sur les autres et on est venu pour ça aussi. Hein. Des fois, on vient pour ça. Et on vient explorer qu'est-ce que ça fait d'ignorer l'amour et de vivre la haine, voilà, etc. Et ça, c'est ce qu'on fait volontairement en tant qu'âme. Mais de l'autre côté, on est vraiment des êtres pleins d'amour, il n'y a aucun problème. Et c'est un peu comme... c'est comme un jeu sur Terre. C'est le jeu des incarnations. C'est une pièce de théâtre. On vient jouer. Et de l'autre côté, ça va. Alors pourquoi certains vivent le pire? Pourquoi certains sont le pire? J'ai eu récemment une belle explication sur... en fait, notre âme, elle est un peu comme une onde, ok? Et les ondes, c'est rarement plat, quoi, hein, en fréquence et tout. Et en fait, ça a des hauts et des bas. Et on est un peu des artistes. On aime bien créer comme des belles musiques. Une musique, elle va pas être linéaire pour être sympa. Il y a des hauts, des bas, des pauses, des accélérations. Et c'est pareil, on va choisir des vies qui créent cette atmosphère avec des hauts, des bas. Et des fois, pour explorer le haut, il faut passer par le bas. Et on a l'éternité pour le faire. Donc certains vont s'amuser à aller explorer la violence, d'autres l'amour, ou se changer de vie en cours de route. Et voilà, changer de trajectoire dans la même vie, pourquoi pas. Il y a tellement de possibilités qu'au final, c'est normal. Et ça, vous l'avez vu, donc, vous en avez la confirmation, et en tout cas la certitude au fond de vous, au travers des hypnoses de régression que vous avez pu faire. Oui, voilà, en tant que sujet. Aussi, je forme à la médiumnité, hein, il y en a, et donc à chaque fois, les personnes, elles ressentent l'énergie des âmes, comme amour, voilà. Et il n'y a jamais une âme qui va dire non, il n'y en a jamais une qui va faire la méchante. Il n'y en a pas une qui va faire la méchante en disant vas-y, tue-lui, ou voilà. L'âme, non, mais pourtant, l'âme choisit de s'incarner dans celui qui sera sans doute la pire des personnes. Eh oui. Il y a des âmes, elles choisissent ce chemin exprès pour étudier. C'est une expérience de vie. Ouais. Soit pour faire évoluer leurs âmes avec qui elles s'incarnent, c'est possible aussi. Il y a tellement de raisons. Mais voilà, ça fait partie des expériences. Mais ce qui est fou, c'est quand même incroyable, parce que évidemment le nombre de médiums qui sont installés ici, le nombre d'échanges qu'on a pu avoir, c'est toujours très constructif, même quand les avis sont différents. C'est ce qui fait la richesse de ces émissions. C'est fou que, puisque vous avez les mêmes capacités, vous ne puissiez pas voir la même chose et avoir la même analyse chacun. C'est vrai. Et je pense que c'est les points de vue qui diffèrent en fonction des expériences, des croyances. Je pars d'une personnalité très sceptique. C'est-à-dire que
si on me parle de protection, d'entité qui va venir me taper, etc., non, là, tout de suite, pour moi... Les envoûtements, les choses comme ça, vous n'y croyez pas du tout? En fait, à partir du moment où vous êtes dans une réalité, dans une croyance où aucune âme peut venir, ou une incarnation peut venir essayer de vous faire des sales trucs, ben, voilà, à partir de là, il se passe rien. J'ai jamais eu une expérience de magie noire sur moi ou une entité. Je pense que beaucoup de personnes peuvent mal interpréter des événements par rapport à leurs croyances. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi une réalité par contre. C'est-à-dire que vous êtes dans une pièce, un appartement pour la première fois, c'est tout nouveau. Et d'un seul coup, vous voyez une ombre passer et vous n'avez pas encore trop maîtrisé votre médiumnité. Vous dites « Ah, une entité! Ah, elle va venir m'attaquer !» Voilà. Et la peur arrive en premier, en fait. La première émotion qui va arriver à un médium, c'est la peur. Et on y passe tous. J'y suis passé, honnêtement. J'ai eu peur aussi des premières choses et tout. Et puis après, j'ai compris que, ah bah non, il y a des âmes amis, ils sont là, ils sont toujours là. On est toujours accompagnés. Il y a toujours du monde avec nous. Mais quand vous faites, par exemple, notamment sur la géobiologie, quand il y a des gens qui font des nettoyages de lieux, des choses comme ça, et pour le coup, ça ne doit pas du tout vous parler, alors. Si, je comprends ce qu'il voit, ce qu'il perçoit. Il n'y a aucun problème. On l'a fait. On l'a fait à La Rochelle. Stage de La Rochelle au mois d'août. Je leur ai dit, allez, vous connectez tous à la salle. C'est une très belle salle, c'est l'oratoire. Et ils ont eu tous des informations, des infirmières, des moines qui étaient là, des mariages et tout ça. Et en fait, c'était pas des fantômes qui traînaient par là, c'est juste les âmes qui ont vécu dans ces lieux et elles veulent transmettre, elles donnent accès à une sorte de mémoire, une sorte... voilà, donc il y en a certains avec une croyance, ils vont se dire « Ah oui, mais il faut nettoyer les lieux, c'est pas bon du tout. Oui. » Non, il n'y a rien à nettoyer. Si on se connecte au lieu, on ressent une joie, de l'amour. Et effectivement, les âmes nous montrent des choses qui se passent, qui se sont passées à l'époque. Et c'est super intéressant. Et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de quand on parle de lieux hantés... Ça, vous pouvez avoir des personnalités en transition. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais c'est juste... Ça ne dure pas longtemps. Mais pour certaines, et c'est très, très, très rare. C'est très, très rare. Il y en a certaines, elles vont rester, elles vont marquer énergétiquement un lieu. Et effectivement, on peut avoir des fantômes, ça existe. Mais la plupart du temps, ça reste l'accès à des archives. C'est ça, des archives. Ils nous disent ah, « Regarde, j'étais là. Tu vois, c'est ce que je faisais. Il y avait des mariages. On priait là. On mettait beaucoup d'amour là. Est-ce que vous le ressentez ?» Le lieu, il a énormément évolué. On est content que vous soyez là. C'est ça, les âmes. Elles savent... Elles vont tout de suite s'identifier d'autres âmes en train de vivre une expérience au même endroit où elles étaient avant. Donc c'est juste pour partager en fait et se dire ah bah oui tiens nous aussi on était là. Vous mettez un sacré coup de pied dans la fourmilière là quand même. Hein. Et oui. Ouais, mais voilà, c'est ce que je perçois. Ah non, mais c'est très bien. Mais alors du coup, parce que évidemment, quand on se dit au travers de... On sait que l'Église, par exemple, et encore une fois, quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de religion, mais on sait que l'Église, il y a des services spécifiquement réservés à des exorcismes, les prêtres exorcistes, etc., etc. Donc tout ça, d'après vous, ça ne devrait pas être... ça ne devrait pas exister pour le coup. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Alors, il y a déjà il y a des personnes, je suis désolé, mais ça existe, hein, il y a des personnes avec des problèmes psychologiques. C'est-à-dire, vraiment, il y a des maladies. Et voilà, un schizophrène peut percevoir des choses. Et là, à l'inverse, vous avez des gens qui disent on considère un schizophrène sur le plan purement médical en disant il n'est pas bien, il s'imagine des trucs. Et puis vous avez d'autres personnes qui vont vous dire attention, le schizophrène, c'est parfois quelqu'un qui est habité par une entité et qu'il subit complètement ce truc-là. Et vous ne croyez pas à ça. C'est plutôt une maladie. C'est une âme qui cherche à expérimenter un corps avec une faiblesse corporelle. Ah, donc c'est bien ce qu'on dit alors. Oui, mais l'âme, elle a choisi de s'incarner dans un corps. Elle savait qu'il avait une propension voilà, à avoir cette maladie qui est peut-être héréditaire dans certains cas. Et forcément, elle risque de tomber dessus à un certain âge. Et elle voulait vivre cette vie de cette façon et découvrir ce que ça faisait. J'ai eu des fois des personnes schizophrènes, malheureusement, ils sont souvent dans la drogue et ça augmente les effets de leur maladie, ça crée des crises. Et souvent, c'est joint. Et là, ces personnes-là, elles doivent vraiment se faire traiter par la médecine. Voilà. Après, il y a d'autres choses. Alors ça, c'est une raison possible. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi
Ça, c'est dans un livre de Michael Newton. Et je fais une anecdote rapide là-dessus. Vous en parlez de Michael Newton. Ouais, Michael Newton que j'adore. J'adore quand même. Bon, il y a 2-3 trucs sur l'ego qu'il faudrait virer, mais le truc, c'est que je crois que c'était lui qui avait raconté l'histoire d'un prêtre américain dans les années 1800. Qui est Michael Newton, lui, c'est un hypnothérapeute assez célèbre aux États-Unis, donc c'est un médecin, et il s'est orienté au fur et à mesure sur l'hypnose régressive. Il a sa propre école maintenant. Voilà. Donc, vraiment, il est célèbre aux États-Unis. En France, c'est moins développé, l'hypnose régressive. Et il y a d'autres courants qui se sont développés, comme spirituel, humaniste, tout ça. Voilà. Mais en tout cas, Michael Newton, il a écrit de nombreux livres. Et il raconte les vies de ses patients qu'il a à son cabinet. Et il y en a un, je crois il était prêtre américain dans les années 1800, et il disait « le diable est partout, il est en vous ». Et donc lui, il faisait ça, ce genre d'exorcisme. Il disait que le diable est partout, faites attention, il va contrôler vos vies. Et voilà. Donc il a passé sa vie à faire ça. Et au moment de mourir, donc il meurt, il s'élève de son corps, et puis il tombe nez à nez avec le diable. Et il dit « Ah non, le diable, mais non, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai aidé toute ma vie, je t'ai soutenu, et tu me mets le diable en face de moi, c'est pas possible, tu m'as pas respecté, pourtant j'ai donné ma vie pour toi. » Et d'un seul coup, le diable enlève son masque, et c'est son guide, en fait. Et il dit « Alors, t'as compris maintenant ?» Et donc, après, dans l'entre-deux-vie, pendant je sais pas combien de temps, tout le monde se moque de lui, tous ses amis, et ils sont en ange, etc. Donc c'est vraiment, ils lui font comprendre qu'il était dans une croyance limitante, il était dedans, qu'en fait, au final, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc, voilà. Donc, vous pensez que tous les gens, quand on parle des poltergeists, quand on parle de tous ces phénomènes qui sont parfois inexpliqués, quand on parle de... il y a vraiment des fantômes. De situations. Vous pensez que ce sont des gens malades? Je pense que certains voient des personnalités physiques en transition. Ils ne sont pas passés de l'autre côté. Donc, il y a vraiment des fantômes, ça c'est clair. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes psychologiques. C'est un fait. C'est un fait. Voilà. Et après, effectivement, certains peuvent percevoir, mais ont peur de ce qu'ils voient. C'est un peu comme un chat qui a peur à cause de sa queue. Voilà, c'est ses capacités médiumiques qui ressortent, ses capacités d'âme, et il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça me fait peur. Et le premier réflexe qu'on a avec la médiumnité, généralement, c'est qu'on a peur. Et ça, il faut vraiment essayer de se rassurer et de prendre confiance en ça. Mais ça, vous parlez d'un point de vue du médium. Moi, je parle des gens comme vous, comme moi, enfin, je veux dire, qui ne sont pas médiums du tout et qui... On est tous médiums. Oui, d'accord, mais... On peut tous se découvrir. C'est vrai, vous avez raison. Mais qui n'expérimentent pas ou qui n'en font pas une activité ou qui ceci ou que cela. Bon. Moi, il y a peut-être des gens aussi qui peuvent ressentir des choses et qui peuvent parfois être habités par des forces... Il n'y a pas de force du mal, quoi. C'est ça, en fait. Dans votre discours, il n'y a pas de force du mal. En fait, tout dépend de ce que vous croyez. Et le problème, c'est que très souvent, on a nos propres problèmes. Nos problèmes, on a nos problèmes liés à notre enfance, liés à des événements difficiles, qui ont créé des dysfonctionnements dans notre personnalité. Mais on vient pour ça encore en tant qu'âme, pour avoir ces difficultés, c'est-à-dire ne pas assez s'aimer, dire toujours oui aux autres, pas savoir dire non, ne pas aller vers sa passion, s'infliger des choses vraiment... parce que les autres le veulent. Voilà, il y a tellement de choses dans notre vie qu'on... voilà, trop en faire, être suractif, ne pas se reposer alors que notre corps demande à avoir du repos. Il y a tellement de choses qui peuvent expliquer certains effets qu'on peut ressentir. Je donne un exemple pour illustrer. Le banquier est encore là, hein. Il n'est pas très loin, hein, quand même. Ah ouais? Vous trouvez? Non. Il est assez loin. Je vous rassure, il est trop loin. Mais je vous donne un exemple. Dans ce côté où, des fois, on va... Par exemple, certains ont cette croyance que les autres peuvent leur vampiriser leur énergie. Ça existe. Il y en a plein, il y a des livres là-dessus aussi. Et ils vont se dire, ah oui, mais les autres qui sont à côté de moi, s'ils vont pas bien, ils me demandent des trucs, ils peuvent vampiriser mon énergie. Non, en fait, c'est plutôt nous, intérieurement, qui devons remplacer nos croyances, se dire que finalement, pourquoi l'autre me fatigue? Pourquoi ça me fatigue, cette relation? Peut-être parce que j'ai pas su dire non, parce que j'ai pas su mettre de limites. Peut-être que je voulais l'aider, mais j'ai plus les ressources, j'y arrive plus. Il peut y avoir 100 000 raisons pourquoi on est mal à cause de quelqu'un d'autre. Mais en aucun cas,
son énergie, notre énergie en tout cas, va être absorbée par lui. On est toujours maître de nos énergies. On est toujours maître. Ça veut donc dire que quand vous rentrez dans une pièce quelque part et que tout le monde a eu cette sensation de se dire je me sens pas bien ici, quelque chose, ça n'est pas dû à la pièce ni à l'énergie de la pièce. Ça peut être à cause de gens. Là encore, vous pouvez ressentir, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez aussi ressentir ce que les autres ressentent. Mon clair ressenti physique, je donne un exemple. En stage, je suis loin, j'étais à une vingtaine de mètres, et d'un seul coup, je ressens une émotion de désespoir. C'est clairement pas moi, parce que ça allait très bien. Donc je me dis, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer pour X raison, ce qui peut arriver après des messages un peu chamboulants de défunts, etc. C'est un classique. Et donc je vais tout de suite voir et je cherche qui c'est. Et la personne connaissait mes capacités, donc elle n'était pas étonnée que je la trouve directe. Mais voilà, ça m'a permis tout de suite d'aller vers cette personne. Et on peut ressentir les autres avant tout. Et effectivement, on peut ressentir aussi l'énergie du lieu par rapport aux anciens habitants, c'est possible aussi. Mais là encore, c'est un témoignage. Ça peut être un témoignage comme ça peut être un problème des vivants. Une fois, quand j'ai été chercher les cendres de mon chat chez le vétérinaire, j'avais senti une énergie de désespoir. Et c'est normal, c'est un lieu où les gens perdent leurs animaux. Et là, on a le choix. Soit on peut faire un soin rapide sur toute la pièce pour essayer de calmer tout ça, soit on laisse et les gens doivent vivre avec leurs difficultés en tout cas. Mais ça prouve bien qu'il peut y avoir des vibrations et des énergies dites négatives. C'est pas les mal. Alors attention, je parle pas d'un mal, quelqu'un, un démon, tout ça. C'est pas ça. C'est que on peut s'éloigner de l'amour en sensation sur Terre. Attention, hein, c'est toujours sur Terre. On peut s'éloigner de cette sensation d'amour, de joie, de paix intérieure. Et certains vont avoir des émotions difficiles et on peut ressentir ça effectivement. Et certaines personnes physiques qui sont en transition, qui ne sont pas encore redevenues des âmes, peuvent rester un peu dans le coin avec leurs émotions encore actives. Et généralement, ils s'occupent bien de l'autre côté. Bon, alors je suis obligé évidemment de vous poser 2-3 questions sur les idées reçues quand on parle de médiumnité. Vous allez me dire ce que vous en pensez au travers de votre expérience, de vos vécus, de l'accompagnement et des formations que vous proposez. Là aussi, double discours des médiums. Certains vous disent qu'il faut attendre un certain temps avant de pouvoir entrer en contact avec un défunt, qu'il a besoin, alors je dis n'importe quoi, hein, peut-être c'est 30 jours, certains vont vous dire 80 jours, puis d'un seul coup un trimestre, puis non, il faut attendre une année, etc. etc. Vrai, faux? Ça dépend du médium, ce qu'il veut faire. Personnellement, j'attends pas. C'est-à-dire que j'ai certaines personnes qui peuvent être extrêmement euphoriques juste après la mort et avoir leur personnalité humaine bien là. Et quelques jours plus tard, ils sont devenus des âmes. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus serein et dans l'amour. Donc, il n'y a pas de laps de temps. Évidemment, on sait que sur ce plan-là dont on parle, le temps n'existe pas, mais on peut... J'ai entendu des médiums qui disent « mais le jour du décès, je peux très bien être en contact avec une âme ». Oui. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est qui on vise. Parce que, comme je l'expliquais, on peut discuter avec l'âme des vivants. C'est-à-dire que jusqu'à temps que vous fusionnez, en fait, votre personnalité physique, votre conscience actuelle fusionne avec votre âme, avant cela, votre âme, elle est toujours active comme elle est. Hein. On peut la contacter, discuter avec elle. Et elle est déjà en train de se préparer probablement. Mais voilà. En tout cas, c'est possible. C'est possible. C'est extraordinaire parce que c'est bien que je trouve que votre témoignage il est assez fantastique, ça va évidemment réagir, hein, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Je me prépare, j'attends les commentaires là. Non mais c'est très bien, non mais je trouve ça très très bien et encore une fois des commentaires bienveillants. Ne commençons pas, si ça ne parle pas à ceux qui nous regardent, mais allez voir ailleurs, il y a ce qu'il faut hein, sur les réseaux pour que vous puissiez vous faire votre avis. Mais je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant d'avoir votre point de vue qui est à l'opposé de tout ce qu'on entend dans ta gauche. Ce qui fait que quand vous regardez nos émissions, par exemple, vous devez tomber par terre parfois sur ce que vous entendez. Je suis ouvert, je comprends, parce que j'ai des personnes qui viennent en stage, elles ressentent ça, elles sont à ce niveau de croyance, et d'ailleurs, j'ai un club, quand ils font un stage, il y a le club derrière, donc on discute sur WhatsApp et tout. J'ai aucun problème avec les croyances des autres, ils peuvent les garder, on peut avoir des doutes par rapport à ce que je dis, et c'est normal, et il n'y a aucun problème. Ce qui est important, c'est en fait de
d'avoir ses propres convictions et de même si on doute, c'est pas grave. C'est sûr, Et non mais voilà. c'est sûr, et tous les avis sont bons à entendre. La seule chose, moi, j'avoue, qui me perturbe un peu dans la discussion qu'on a, c'est que vous considérez qu'il n'y a pas d'entité néfaste, négative. Il peut y avoir des personnalités physiques en transition qui peuvent être assimilées à ces entités, mais elles ne sont pas redevenues des âmes encore. C'est-à-dire que quelqu'un qui était très néfaste, il se retrouve de l'autre côté. Et ça, j'ai eu... Alors, c'est pas encore... C'est dans le tome 2. Donc, je vais faire un teaser sur le tome 2. Mais il y aura une vie où, carrément, j'ai envie de me battre avec mon guide à la sortie. Quand même, c'est parce que j'étais dans les croyances, voilà, et je lui dis, ouais, c'est bon, bah, on va se battre maintenant, je veux aller là, tu m'emmènes là. Donc il y a ce contrôle et tout, et donc quand on n'est pas encore redevenu une âme, on est encore un peu dedans. Et il y a une transition qui se fait quand même. Voilà. Mais là aussi, j'entends dans les discours dire, s'imaginer qu'une âme est pure, c'est une ineptie. L'âme n'est pas pure. L'âme, même quand elle décide de s'incarner, elle vient avec son bagage transgénérationnel, elle vient avec son engrammage, elle vient avec... etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je sens qu'il va démonter le truc encore en 2 minutes. Ce que je pense, c'est que la dualité, elle est terrestre. Elle n'est pas dans le monde des âmes. Donc tout ce qui vient avec une forme de dualité, c'est terrestre. D'accord. Donc l'âme ne peut pas être... il ne peut pas y avoir d'engrammage transgénérationnel. Et donc sur le transgénérationnel, là encore, on ne va pas aller guérir d'autres âmes qui étaient en train d'expérimenter avant. C'est toujours en nous qu'on crée cette guérison. C'est-à-dire que si mon père, mon grand-père, je ne sais pas, était frappé, était hyper violent, si mon père était violent, et si moi je me dis, je vais guérir mon père et mon grand-père pour couper cet aspect transgénérationnel, non, c'est moi que je dois guérir. C'est moi comprendre que la colère, elle n'a pas lieu d'être, que je n'ai pas à frapper, que je n'ai pas à être violent. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, conscientiser. Et l'hypnose régressive, là-dessus, c'est bien pratique. Mais ça peut être une guidance, ça peut être écrire, se dire, est-ce que la colère, elle est légitime? Est-ce que c'est normal? On peut travailler sur nous. Et en médiumnité, quand on veut vraiment aider les gens, c'est vraiment important aussi de faire un travail sur soi-même, d'aller récupérer, en fait, les thèmes familiaux. Oui, il y a un thème familial. C'est la violence, là, dans cet exemple. Et il faut aller le guérir. Et ça va passer à travers moi si ce thème est présent. Mais du coup, c'est-à-dire il est en vous sur ce plan terrestre avant même que l'âme ait choisi de s'incarner. C'est-à-dire que l'âme, elle, pour vous, elle arrive pure, mais elle a choisi une incarnation de quelqu'un qui a le côté violent. Oui, on se coordonne aussi avec les autres âmes. Donc, et effectivement, on choisit un corps humain qui va... c'est un peu comme dans un jeu de rôle. On choisit un corps humain qui aura des propensions à bien faire des choses très probablement. C'est-à-dire être hyper violent, être super résistant physiquement, ou voilà, chaque caractéristique est déterminée un peu au départ. Et c'est ce que je montre dans mon livre, parce que généralement, l'âme choisit sa période, ses aspects émotionnels. Est-ce que la personne est très émotionnelle ou pas? Est-ce qu'elle est résistante physiquement? Quel est son niveau de médiumnité, d'amour, de spiritualité? Voilà. Et à chaque fois, c'est différent. Ça fait que l'expérience sur Terre est différente. En même temps, on a des milliers de vies. On a l'éternité pour s'incarner. Donc, il n'y a rien qui presse. Donc, est-ce que je pousse le bouchon en disant que vous ne croyez pas au transgénérationnel? Je pense que les autres âmes qui nous regardent, par exemple, mon père, mon grand-père, ils étaient, dans cet exemple, ils étaient violents. Et moi, de mon côté, j'arrive à ne pas être violent. C'est dans cet exemple. J'arrive à résoudre ce problème intérieurement dans ma vie, même si j'ai subi la violence dans mon enfance. Dans ces cas-là, voilà, je donne un exemple aux autres âmes. Elles peuvent regarder, elles sont là, elles disent « Ah, il a réussi. Il a réussi à surmonter cette difficulté. » Et forcément, ça va les aider. Ils vont voir une autre âme en train de réussir à défaire un problème, à défaire le nœud. Donc oui, elles prennent exemple. Donc c'est plutôt comme ça que je vois le transgénérationnel de mon côté. Et aussi, c'est un truc que je vais préciser, parce que j'ai eu une discussion comme ça avec une stagiaire il n'y a pas longtemps. Le truc, c'est que
peu importe vos croyances, et c'est ça qui est très très intéressant, c'est que peu importe vos croyances, si vous avez l'intention de guérir l'autre, vous le guérissez. C'est ça que j'ai décortiqué en fait en découvrant la médiumnité avec un aspect très très scientifique, etc. Je me suis dit, mais j'arrive à utiliser ma médiumnité grâce à l'intention, j'apprends aux autres à le faire grâce à l'intention, à utiliser leur propre intention pour le faire, leur volonté, et donc au final, voilà, on peut croire aux anges, on peut croire à tout et n'importe quoi, peu importe, du moment que c'est bienveillant et qu'on veut aider par amour la personne, l'effet va se faire. On va arriver à donner le bon message, à donner la chose. Alors évidemment, s'il y en a qui partent sur le principe « Ah, je vois 100 entités accrochées à vous, voilà », et ben, là, si on part là-dessus, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ça peut marcher avec l'intention. C'est vraiment intéressant parce que, alors, pour le coup, vous défoncez les idées reçues sur la médiumnité. Hein. C'est pour ça qu'actuellement, c'est pas très répandu entièrement. Et de plus en plus, ça va être relâché parce qu'il y a des enfants qui, naturellement, ont ce savoir et qui le ressortent. Et ça commence à se propager. Mais c'est vrai qu'en France, le fait qu'on n'ait pas eu d'hypnothérapeute célèbre comme aux États-Unis, ça a pris un peu plus de temps à accéder à ça. Et c'est une des choses qui m'a convaincu, l'hypnose régressive d'ailleurs, pour un gros sceptique, c'est que des personnes de religions différentes, aux quatre coins du monde, disaient la même chose sous hypnose. Et ça, c'est très intéressant. Mais bon, il y a plein de croyances aussi. Les protections, je ne fais pas. Je pense que ça dérange pas du tout les âmes d'aller les contacter. Mes pauvres guides, mes pauvres, ils ont signé pour ça, mais je suis le plus gros cobaye de France, à mon avis. Parce que en rendez-vous, les gens testent leur médiumnité sur moi. En stage, je participe activement. On peut me donner des messages, je donne des messages. Et donc, si je prends tout le long que j'ai fait, là, je pense qu'il y a très peu de chances que quelqu'un ait vu autant de fois un médium que ça dans sa vie. Mais je l'ai fait tellement de fois, ce qui me permet de voir un peu ce qui ressort, en fait, dans les connexions. Voir s'il y a du mental qui ressort par rapport à leurs croyances, par rapport aux messages. Et je peux comparer aussi, voir si des messages répètent. Et très souvent, les messages se répètent. Mais quand un médium vous dit, par exemple... ou pas, j'ai reçu encore, je pense à quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, qui dit « Attention, le monde de l'énergétique est un monde dangereux ». Non. Il n'est pas dangereux parce que je pense qu'à partir d'un moment, on veut aider les gens. Et il faut bien commencer. Ce ne sera pas parfait. Et le problème, c'est que si on fait peur aux gens, on ne leur donne pas envie de se lancer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les médiums les plus forts, ceux qui sont vraiment les très très forts, c'est ceux qui doutent le plus d'eux. Et moi, je veux les réconforter. Je veux leur dire, vous inquiétez pas, essayez, testez votre médiumnité, pratiquez, et vous verrez que très rapidement, ça va se renforcer. Ah oui, peut-être au départ, on va être maladroit. Peut-être sur les 10 premiers clients, les 15 premiers, et après, on va s'améliorer au fur et à mesure. Alors, par exemple, quand il n'y a pas effectivement d'aspect négatif dans ces âmes et dans ce monde vibratoire, ça veut donc dire que demain, les gens qui s'amusent à faire du spiritisme, c'est un jeu, il n'y a pas de danger. Si les gens qui s'amusent à faire des tablettes de Ouija, c'est un jeu, il n'y a pas de danger. Pardon, hein, vous voyez ce que je veux dire? Je vous pousse un peu, mais... Ils ont certaines croyances. Alors, je pense qu'il y a des âmes qui s'amusent. Des fois, on a des petits liens avec certaines âmes pour qu'elles viennent nous réveiller un peu dans notre médiumnité. Elles vont se signaler un peu ouvertement avec des voix, déplacer des objets, tout ça. Donc ça, c'est possible. Mais c'est vraiment pour nous faire réagir. Regarde, ça existe vraiment, c'est quelque chose qui est là. Il ne faut pas être sceptique, c'est plutôt ça le message. Mais ce que j'enseigne surtout, de mon côté, c'est se connecter activement pour éviter tout problème. Parce que, comme je le rappelle, il y a quand même des personnalités physiques en transition. Elles sont quand même là. Ok, ces petits fantômes, ils traînent quand même des fois. Voilà. Et c'est difficile de faire la distinction des fois. Voilà. Mais en soi, quand on veut se connecter, il faut vraiment mettre une intention d'aller vers l'âme de son père, l'âme de sa mère, et d'essayer d'avoir le message le plus naturellement possible. Quand on met notre volonté, il n'y a rien qui peut venir la perturber. Il faut juste accepter le message. Et effectivement, on peut avoir des fois notre propre mental qui ressort, nos peurs, la peur de les déranger, et tout ça, alors qu'on ne les dérange jamais, sinon ils ne viendraient pas. Voilà, c'est juste accueillir
Et ils sont généreux, ils viennent nous aider, c'est des amis. On est comme eux, sauf que nous, on est sur Terre actuellement. On les dérange jamais. Non, on ne me dérange pas, non. Non, si ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. C'est une âme, elle est grande, elle est divine, elle est, voilà. Et on est tous des âmes, hein, je précise, on est tous pareils. Donc voilà, c'est des amis, s'ils veulent venir, ils viennent. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Mais très souvent, ils viennent. J'ai pratiquement jamais eu des personnes qui ne venaient pas. Ou sinon, il y avait une bonne raison. C'est qu'on allait être coupé après, ou qu'il y allait avoir un problème, qu'on n'aurait pas le temps, un problème technique ou autre. Et voilà. Et après, c'est partie remise. On fait plus tard. Cette émission va susciter beaucoup de réactions. C'est très intéressant ce que vous dites. Vraiment, c'est intéressant parce que moi, je suis toujours un peu étonné de voir à quel point... par exemple, on a reçu des exorcistes, par exemple. Voilà. Donc, du coup, je vois un petit sourire qui s'esquisse sur votre visage. J'ai tout dit déjà. Mais le truc, c'est que peu importe les croyances, peut-être ça va les aider, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas ce que je fais en tout cas. Oui, tout à fait. Non, mais par exemple, il y a quelqu'un qui nous dit, effectivement, quand vous allez voir un énergéticien ou que vous allez voir quelqu'un qui est susceptible de vous faire un soin énergétique, attention, c'est pas un jeu. On pourrait très bien, le praticien pourrait involontairement aussi avoir une influence particulière sur votre taux vibratoire à l'issue du soin. Ça, c'est réciproque hein, aussi pour les praticiens. Ils ont peur eux-mêmes de se faire un peu baisser en énergie par leurs propres clients. En fait, de mon côté, je pense que, comme j'ai dit, j'ai pas ce type de croyance où on peut se prendre de l'énergie. Okay. C'est pas de l'énergie qui est prise dans un pot, qui est mise dans l'autre pot. On peut pas se faire contaminer. Et ceux qui pensent à une forme de contamination, c'est comme une forme de ségrégation. C'est comme le bas astral, c'est très proche de l'enfer. Et vraiment pas s'approcher de quelqu'un parce qu'il serait mal énergétiquement. Non, si on veut aider quelqu'un, il va forcément mal. Donc à aucun moment on aura besoin de se nettoyer de quoi que ce soit. Voilà. Ça serait... Ah oui, il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de tout ça. Non, ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien parce que on est des âmes indestructibles, invincibles. Moi j'ai vu des médiums, des médiums qui ont des petits rituels, hein, qui font les mains, les machins, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Mais tout ça c'est du folklore alors. C'est que je veux juste montrer qu'on peut vivre comme je le fais. En étant vraiment dedans, ça. Et tout va bien. Professionnel, et tout va bien. Et j'en suis la preuve, j'ai aucun problème. Azra, le livre, évidemment, Dans la peau d'une âme, c'est le tome 1, on a dit, donc effectivement, il y a un petit teaser qui nous annonce le second. Le second, ce sera un manuel de médiumnité entre les deux. Donc je ferai un manuel. Pratico-pratique ? Oui. Tout ce que je fais en stage, en fait, je vais le mettre en livre. Alors, ces stages, où, quand, comment ? C'est dans des grandes villes, je les organise et puis au fur et à mesure que je trouve une salle, voilà, je le principe, c'est donc de développer sa médiumnité. Exactement, pour les débutants, pour ceux qui ont vraiment jamais découvert quoi que ce soit de leur médiumnité, là, en 2 jours, dans un week-end, ils vont découvrir leur médiumité en pratiquant. C'est vraiment de la pratique. Alors, je les prépare grâce à l'hypnose au départ. Il y a une forme de préparation où ça les ouvre un peu. Énergétiquement, ils se trouvent un peu plus haut, on va dire, avec des bonnes vibrations pour la suite. Et après, c'est surtout de la pratique, de l'entraînement, prendre confiance en soi et apprendre, grâce à l'intention, à se connecter. C'est hyper simple. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de rituel, pas de protocole. Il n'y a pas de formule magique. On trouve nos propres mots, on active notre volonté et c'est parti. Est-ce que vous avez accepté, on vous l'a peut-être pas proposé, d'être testé? Testé comment? Par les scientifiques. Vous savez, toute cette horde de scientifiques que je salue et qui se disent moi je voudrais bien savoir, je voudrais bien avoir... je leur dirais plutôt de eux d'aller expérimenter la chose, d'aller se faire leur propre point de vue. C'est ça qui compte. Parce qu'on peut vous dire, vas-y, donne-nous des preuves, tout ça. Ça compte pas. Il faut vraiment aller le découvrir par soi-même. Il ne faut pas vraiment faire confiance aux autres ou ce qui est perçu. Voilà. Déjà, il y a des choses en science qui sont vraiment assez phénoménales. Le fait que si on va vraiment aux atomes, aux quarks, tout ça, il y a des énormes vides et c'est des ondes au bout d'un moment. Il y a beaucoup de choses en science qui ne sont pas expliquées. La réduction du paquet d'ondes,
Voilà, en mécanique quantique, il y a tellement de choses qui ne sont pas expliquées. Alors, eux aussi, ils ont du boulot. Déjà qu'ils arrivent à découvrir comment fonctionne le clair-ressenti physique, par exemple. Il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à percevoir et à mesurer. Ça, voilà, il y a des progrès à faire peut-être là-dessus. Oui, absolument. Alors, en tout cas, c'est vraiment intéressant parce que vraiment, vous avez une approche qui est waouh. Je pense à tous ceux qui sont venus et qui nous ont donné évidemment leur point de vue, leur ressenti. Encore une fois, tout est entendable et avec beaucoup de tolérance et de respect. Mais c'est intéressant, encore une fois, que vous nous disiez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec l'analyse de Azra et si vous avez envie éventuellement d'en savoir un peu plus. Dans la peau d'une âme, explication, le pitch. Ouais, donc au départ, ce que je voulais faire, c'était pour les personnes qui vivaient le deuil, la séparation, qui ne comprenaient pas comment c'était de l'autre côté, parce que ça continue de l'autre côté, tout le monde est bien de l'autre côté. Et je voulais faire un livre pour expliquer qu'est-ce que c'est d'être une âme, comment on est quand on est une âme. Et on s'organise avec nos amis, on planifie des vies, on les vit, et après il y a une revue de vie où on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et je voulais contextualiser ça, que ça soit très clair, avec des mots simples. Je voulais pas faire un livre trop compliqué. Je l'ai écrit grâce aux hypnoses régressives que j'ai fait en tant que sujet, c'est-à-dire que j'en ai fait 30, je suis mort plein de fois, j'ai pleuré beaucoup à travers ces séances, ça fait énormément pleurer, parce qu'on va fouiller sur des choses qui nous traversent dans notre vie actuelle. Donc les problématiques, elles sont celles que j'ai eues dans ma vie. Donc c'est une partie des problématiques, et ils montrent ces vies, les guides, et ils disent tiens, regarde, voilà. Et après, il y a la revue de vie, et on vit vraiment à 100% ces vies. Donc, je voulais vraiment refléter ça, que les gens comprennent. Donc, c'est un enchaînement de vie antérieure, vécue par une âme. Donc, elle est là, elle vit ses vies, et il y a cette entraide avec les autres âmes, les planifications. Et cette âme, Azra, elle veut essayer d'accéder à l'amour, même si elle part d'une enfance difficile, même si elle part vraiment d'un point de départ très difficile où il y a peu d'amour. Et des fois, elle réussit, des fois, elle ne réussit pas. Et souvent, elle ne réussit pas. Donc, ce n'est pas si facile de vivre sa vie, mais il faut essayer, aller vers sa passion, etc. Donc, il y a plein de conseils pour notre vie actuelle, pour se donner confiance. Et ça tourne aussi un peu autour de la médiumnité, parce que c'est ma vie. Il fallait que j'accepte cette médiumnité, parce que ce n'est pas facile quand tout le monde n'y croit pas, ou peut être méfiant, voilà, avec critique. Oui. Et voilà, donc ça donnera confiance à beaucoup de monde. Pas de regret? Non, j'ai aucun regret sur ce que je fais, honnêtement, et sur ce que j'ai vécu aussi. J'ai pas de regret sur ma vie d'avant en tant que banquier. Ça faisait partie du chemin, et ça m'a permis d'avoir cette vue aérienne des choses, sans partir dans la religion ou dans des croyances qui pouvaient limiter en fait la portée de nos capacités. Et juste un mot sur vos hypnoses régressives. Quelle vie vous avez vécue? Alors, je vais donner par exemple la première dans le livre qui est assez révélatrice. C'est celle d'un garçon. Il n'a pas eu une enfance facile au XVIe siècle, au XVIIe siècle, dans les années 1600 à peu près, à Londres. Voilà, rejeté par ses parents. Et en train de mendier dans la rue. Et d'un coup, il y a un capitaine de navire, un Jack, comme ils les appelaient à l'époque, et qui passe et qui dit « Allez, tu veux vivre la grande aventure ?» Et voilà, je me fais embarquer sur un navire. Et là, c'est la vraie vie, c'est-à-dire voir la mer, voir le ciel sur les mâts, et aller d'escale en escale, de rencontrer des gens, d'être avec cet équipage qui devient une vraie famille, d'être accompagné, voilà. Et c'est ça la vie sur Terre, ça résume tout. On part d'un point difficile, et après c'est juste vivre. C'est ça qu'on nous demande, juste de vivre. Il y a pas, on tente des choses qu'on n'a jamais fait, on part dans l'inconnu pour découvrir qui on est, pour vivre. Il y a des similitudes avec la vie que vous avez aujourd'hui, hein. Oui, il y a beaucoup de... Le côté équipage, le côté équipe que vous aimiez tant à la banque, par exemple. Que je reconstruis là, avec cette communauté derrière de ceux qui font les stages. Exactement. Et voilà, c'est vraiment... je trouve que
oui, on est sur Terre, mais on est fait aussi pour vivre les choses avec les autres. Et voilà, c'est ce qu'on préfère. Le temps passe différemment avec les autres. Et quand on s'amuse, justement, on va mieux. Et quelqu'un qui fait un métier qui ne lui plaît pas, quelqu'un qui est dans une relation qui ne lui plaît pas, dans ces cas-là, pourquoi continuer? La vie, elle est courte sur Terre. On meurt assez rapidement, on n'a pas beaucoup d'années sur Terre. Pourquoi continuer des choses qui au final, ne nous plaisent pas ou nous font mal? En fait, il faudrait nous voir comme des enfants de 5 ans. Est-ce qu'on refuse à un enfant de 5 ans d'aller s'amuser au parc? Voilà. Nous, s'il y a un truc qui nous amuse, pourquoi on refuse justement d'aller vers cette chose qui nous amuse? Et là, dans mon cas, la médiumnité m'amuse, écrire des livres, être un explorateur sur certains points en médiumnité. Et l'hypnose, c'est de la médiumnité. Hein. Quand on est sujet, on active sa médiumnité en tant que sujet. Donc, c'est notre médiumnité maximum sous hypnose avec l'aide de quelqu'un. Je trouve ça très intéressant d'aller suivre les enseignements des autres âmes et d'essayer de changer et d'apprécier de plus en plus sa vie. Au début, on se dit « Non, moi, je ne veux plus faire d'autres vies. Non. C'est terminé. » C'est souvent ça, hein, en début des vies spirituelles. On dit « Ah non, c'est ma dernière vie. Je sais, je me débrouille bien, il n'y a pas de problème. » Et après, on se rend compte « Mais en fait, elle est sympa, ma vie. Là. » Et je pense que avec l'enseignement que j'ai eu sur celle-ci, avec mon expérience, je ferais n'importe quelle vie, j'arriverais à me relever, à m'amuser et tout ça. Et voilà, c'est ça qui compte. C'est finalement se dire, allez, on continue et on s'amuse ensemble. Azra Énergie avec un tiret entre les deux.com, le site internet, il y a évidemment toutes les dates, je suppose, pour les différentes sessions. Exactement, je fais aussi des directs gratuits où je me connecte aux âmes alors je sélectionne quelqu'un au hasard et ils me demandent ce qu'ils veulent. Et je fais aussi des directs gratuits là-dessus. Je fais aussi des méditations conscience expansée où il y a une partie d'hypnose, pas entièrement parce que les gens ne peuvent pas parler individuellement, évidemment, ils sont en groupe. Mais voilà. Et c'est des choses qui peuvent aider. Et j'ai vraiment cette envie, honnêtement, de libérer les gens de leurs croyances, et de les aider dans leur deuil, de les aider dans leurs difficultés de vie, amoureuses, tout ça. Et au final, oui, au bout d'un moment, je connais déjà comment les guides répondent à certaines questions. Mais c'est vrai que l'avenir des gens, voir des courtes vidéos comme ça de ce qui se passe dans leur vie et comme on peut changer l'avenir, que ce n'est pas définitif, c'est assez intéressant de pouvoir les guider, de leur dire attention, ça va se passer si vous ne changez pas quelque chose. Ça, c'est jouissif. Merci beaucoup, Azra. C'était passionnant. Ça va réagir. Et pour reprendre une petite métaphore, il va y avoir du vent dans les voiles. Exactement. Mais c'est bien. C'est constructif. Et c'est intéressant d'avoir ce point de vue, encore une fois, je le rappelle, d'une médiumnité, de cette médiumnité au travers, évidemment, de cette hypnose régressive et de tout ce que vous faites. Et je rappelle que vous pouvez faire des stages à Bruxelles, à Paris, à Toulouse, Brest, Marseille, La Rochelle, Lille, Clermont-Ferrand, tout est... ça, c'est où je suis passé. Oui. Mais là, le prochain, il y a Paris qui arrive en novembre. Paris, novembre et fin janvier, ce sera les prochains. Mais il y aura Nice et il y aura aussi Montpellier et Annecy. Voilà. Magnifique. Donc tout ça est sur le site azra-énergie au pluriel.com. Merci infiniment. Merci. Vous commentez avec bienveillance et on va lire tout cela avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.